Il était une fois une petite école d'ingénieurs en Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux, qui fêtait ses 100 ans d'existence. Pendant plus d'un siècle, elle avait formé des générations d'ingénieurs, toujours en suivant les enjeux techniques et technologiques de son temps. Fondée en 1920 et nommée à l'origine École de radiotélégraphie de Bordeaux, elle a jusqu'ici grandi et évolué pour devenir celle que nous connaissons tous aujourd'hui. Pourtant, son histoire est encore méconnue, malgré ces détails que le temps n'efface pas. Ceux que tout le monde voit, mais que personne ne regarde, et ceux devant lesquels vous passez tous les jours, mais n'y avez jamais prêté attention. Bonjour à tous, nous sommes Pierre et Rémi. Cette année marque pour nous la fin de 3 ans d'études à l'ENSER Mathmeca. Et en tant qu'élève de la promo 2020, on se devait de marquer le coup. Et oui, depuis septembre, on ne fait qu'entendre parler des 100 ans de l'école, 1920-2020, mais on s'est également rendu compte qu'on ne connaissait pas grand-chose à son passé. À cette occasion, nous vous proposons de venir avec nous à la recherche d'indices pour reconstituer son histoire. Notre but, partir à la recherche d'anciens élèves, de professeurs, visiter des lieux emblématiques de l'école afin de lui rendre hommage et de laisser une trace de ses 100 ans d'existence. Voilà donc nos deux compères, partant à la recherche du passé. Vont-ils réussir à percer les mystères de leur école? Eh ben, c'est pas gagné. Bienvenue à l'ENSER Mathmeca au cœur des bâtiments actuels. Pendant 3 ans, ce bâtiment situé au 1er avenue du Dr Albert Schweitzer à Talence a été notre deuxième maison. Entre les cours en amphi, les nombreuses salles de TP en tout genre, le Fab Lab et tous les clubs, ce bâtiment héberge tout ce qui est nécessaire pour les 1200 élèves ingénieurs. Tout ce beau monde se regroupe autour des 6 spécialités qui composent l'école. Les filières classiques, électronique, informatique, télécommunications et mathématiques et mécaniques, ainsi que les 2 filières par alternance, réseau et système d'information, ainsi que système électronique embarqué. C'est ici en 2020 que notre voyage commence. Avant de remonter le temps petit à petit, allons rendre visite au personnel pour leur demander ce qu'est devenu pour eux l'ENSER Mathmeca. Nos élèves ingénieurs à l'ENSER Mathmeca découvrent petit à petit le monde de l'entreprise tout au long de leur formation, notamment au travers de leurs stages de première année, deuxième et troisième année. Puis également, le service des relations entreprises a structuré un certain nombre d'actions donc pour mettre en relation les élèves ingénieurs et les entreprises. Une action en première année qui s'appelle les rencontres métiers, en deuxième année qui s'appelle la soirée partenaire, nos élèves ont du talent, et en troisième année le forum Ingénib, où notamment on accueille une centaine d'entreprises. Tout au long de l'année, on organise de manière récurrente des séminaires, les mardis d'entreprise, des after-work avec notre junior entreprise. Donc voilà en 2020 ce que l'ENSER Mathmeca fait pour connecter ses élèves ingénieurs avec le tissu industriel. La recherche est une composante essentielle de l'école. Le lien avec les laboratoires du site bordelais est fort grâce aux enseignants-chercheurs qui enseignent à l'école et qui peuvent proposer également des stages en laboratoire sur des sujets fondamentaux ou sur des sujets plus applicatifs en lien avec la recherche. Le lien est également très fort grâce aux nombreuses conférences qui sont organisées au sein de l'école. L'ENSER Mathmeca en 2020, c'est une école qui a gagné une dimension internationale. Les élèves ingénieurs doivent valider au moins 3 mois à l'étranger. C'est grâce à la diversité de nos 140 accords de partenariat internationaux que la plupart d'entre eux vont réaliser cette expérience. Alors ce qui a changé par rapport à avant, c'est que 20% des élèves d'une promotion font un semestre ou un double diplôme à l'étranger. Alors l'ENSER Mathmeca en 2020, en fait, c'est une école du monde. L'ENSER Mathmeca, c'est aussi une vie associative très riche, avec près de 50 clubs et associations, ce qui permet à nos élèves de s'investir d'un point de vue sportif, organisationnel, artistique et d'exercer leurs talents, et tout ceci encadré par le bureau des élèves. Ce que l'on se demande alors, c'est comment en sommes-nous arrivés là?
Comme premier indice de départ, nous savons que l'école s'est agrandie durant la dernière décennie. D'ailleurs, nous parlons tous de la partie ancienne et du nouveau bâtiment. Pour commencer, nous allons rencontrer Marc Phalippou, actuel directeur général de Bordeaux INP et ancien directeur de cette école. Il devrait nous éclairer sur les raisons de l'agrandissement des locaux. Alors c'est lié à la fusion EMAD-MECA, parce qu'en fait quand on a fusionné EMAD-MECA, l'ancien bâtiment n'était plus du tout en taille d'accueillir l'ensemble des élèves de l'école fusionnée. Donc la fusion avec EMAD-MECA elle était prévue pour l'année 2009. Et du coup, dès la fin de l'année 2008, on a lancé un projet de construction d'une extension à l'ancien bâtiment de l'école pour avoir les nouvelles surfaces. Alors, ça a pris du temps, c'est-à-dire que le projet, il a mis 5 ans à aboutir. C'est-à-dire qu'on a lancé le projet fin 2008, mais ce n'est qu'à l'été 2014 qu'on a eu la livraison de ce bâtiment et qu'on a pu s'y installer. Ça nous a permis de ramener l'ensemble des cours de EMAD-MECA dans ce bâtiment, parce que jusque-là, entre 2008 et 2014, les cours de EMAD-MECA continuaient à être faits dans des vieux bâtiments appartenant à l'université, qui étaient les bâtiments historiques de EMAD-MECA. Et ça nous a permis aussi surtout de créer de nouvelles activités pour l'INSERM EMAD-MECA dans le nouveau bâtiment. Alors ça a permis de développer des TP, ça a permis aussi surtout de développer l'activité entreprise hébergée. Donc ça c'est tout à fait nouveau, c'est à partir de 2014 qu'on a commencé au sein de l'INSERM EMAD-MECA, au sein des bâtiments, d'avoir des startups, d'avoir des structures comme le CATI, qui est une structure de transfert de technologie, ce qui a mis un dynamisme nouveau sur la relation entre l'INSERM EMAD-MECA et les entreprises. Et puis ça a permis de créer le Fab Lab, qui est quand même un objet assez emblématique, un lieu de créativité qui s'inscrit dans la politique d'innovation, d'entrepreneuriat, de création de l'INSERM EMAD-MECA. L'extension des bâtiments se déroule simultanément avec la création de l'Institut national polytechnique de Bordeaux, regroupant les différentes écoles d'ingénieurs de l'agglomération. Marc Phalippou nous en parle. Alors l'idée de Bordeaux INP, c'était déjà de regrouper l'ensemble des écoles d'ingénieurs de la plaque de Bordeaux en une seule structure pour qu'elle soit plus forte et plus visible, donc plus grosse, donc mieux reconnue. Après, ça nous a surtout permis de nous inscrire dans le réseau des INP. Et on est devenu un INP, le 4e INP, aux côtés de Toulouse INP, de Grenoble INP, de Lorraine INP, sachant que les INP, c'est un réseau d'écoles qui existe depuis les années 70, qui est connu, qui a une vraie valeur et une vraie visibilité dans le paysage des écoles d'ingénieurs. Voilà, donc ça les a boostés et ça s'est vu en particulier dans les progressions, dans les classements. Une fois qu'on a eu construit Bordeaux INP, qu'on a fusionné l'INSERM EMAD-MECA, peu de temps après, on a significativement progressé dans les classements sur l'étudiant ou les classements de l'usine nouvelle. Et puis ça a favorisé, ça a permis de créer des objets transverses entre les différentes écoles d'ingénieurs sur Bordeaux qui n'existaient pas avant. Donc, par exemple, l'INSERM a créé une filière robotique transverse avec l'ENSC. Cette année, à la rentrée, il y a une filière intelligence artificielle qui s'est créée, pareil, transverse avec l'ENSC. Et c'est aussi la création de Bordeaux INP qui a permis ça. Où il y avait historiquement 2 grosses écoles, l'INSERM EMAD-MECA et l'école de chimie, et puis des petites écoles qui étaient internes aux universités, dont EMAD-MECA. Et à l'occasion de ce rapprochement des écoles, c'est-à-dire la création de Bordeaux INP, où on a regroupé toutes les écoles, il a paru pertinent aussi de fusionner EMAD-MECA avec l'INSERM, parce que c'était des thématiques liées au numérique qui avaient une certaine proximité entre elles. Donc il y avait une logique disciplinaire de rapprocher les 2 écoles. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait la fusion INSERM EMAD-MECA pour donner l'INSERM EMAD-MECA. Voilà donc la raison de l'absence de EMAD-MECA sur l'ancien bâtiment de l'école. En complément de cette nouvelle spécialité, 2 filières par alternance sont ajoutées. Alors après, il y a eu une politique de développement d'alternance. Donc la première qui a été créée, c'est celle qui s'appelle RSI maintenant. Bon, là, l'alternance, c'est quelque chose qui est beaucoup développé dans les écoles d'ingénieurs à partir du début des années 2000. Ça a permis de faire entrer dans les écoles d'ingénieurs des étudiants qui avaient des parcours scolaires un peu différents, puisque les alternants viennent essentiellement de DUT. Donc ça a permis de diversifier le public des élèves qui rentrent en école d'ingénieur. Et puis c'est une forme pédagogique particulièrement appréciée des entreprises. Donc on a commencé par ouvrir RSI, ça c'était avant que j'arrive. Et moi quand je suis arrivé, j'ai ouvert la filière S2E. Donc la filière S2E, je suis arrivé fin 2008 et on a passé les formalités de la commission des titres d'ingénieur en avril 2009 et on l'a ouverte à la rentrée 2009. L'INSERM EMAD-MECA sous sa forme actuelle date donc de 2014. La nouvelle extension prolonge alors l'ancien bâtiment. Des passerelles sont installées à la place des fenêtres qui témoignaient déjà à l'époque de l'envie pour l'INSERM de s'agrandir. Il nous faut maintenant comprendre l'agencement de l'école avant son extension. L'ancien bâtiment se compose de 3 ailes, d'une rue centrale, du bâtiment serveur et de son grand amphithéâtre.
Prévus pour permettre à l'ENSERM de posséder ses propres locaux, ceux-ci sont inaugurés en 1995 en présence de personnalités pour certaines inattendues. Coiffée de son imposante et emblématique antenne, la filière télécommunications n'y sera pourtant créée qu'en 2000, en même temps que l'ajout du I d'informatique, manquant. Pour en savoir un peu plus sur sa conception, nous allons rencontrer l'architecte de ce bâtiment, Luc Arsenauri. Et peut-être qu'il pourra nous expliquer aussi pour l'antenne. Ouais. J'ai été sélectionné en 1995 pour la nouvelle implantation de l'ENSERM sur le domaine universitaire. L'ENSERM à l'époque s'écrivait sans I, puisque la filiale informatique n'existait pas, c'était l'École nationale supérieure d'électronique et de radio-télécommunications de Bordeaux. Donc c'est pour ça que sur le fronton, il vous manque le I dans le libellé. La forme du terrain était une sorte de triangle. Qui avait cette allure-là. Et donc, il fallait qu'on s'inscrive là-dedans, c'était un petit peu bizarre, et surtout qu'on nous demandait à l'époque de prévoir un équipement qui serait extensible plus tard. Donc, l'idée que j'avais, ça a été de faire une rue complète qui séparait le terrain en deux. D'un côté, une barre extrêmement simple où je mettais toutes les salles de cours sur 3 ou 4 niveaux avec une promenade ici. Et comme j'avais des surfaces décroissantes, je suis venu les mettre comme ceci. Après, comme toutes ces filiales-là devaient donner sur un amphithéâtre, eh bien, je l'ai fait ici. Et comme je devais avoir des amphithéâtres et que le terrain me permettait par ici, je les ai mis enterrés là et là. Donc voilà le plan extrêmement simple. Donc si je dessine ça ici, les volumes qui étaient ici, et pour que ça soit plus joli, j'ai recouvert le tout par une toiture qui a donné la forme de l'ENSERM, et pour signifier que c'était de la radioactivité, de la radio télécommunication, j'ai mis un truc dessus. Voilà exactement le parti. C'est la maquette du concours, ça. Ce que j'ai construit, moi, c'est jusque-là. Mais j'avais prévu les ouvertures dans la façade, là. Et ces ouvertures laissaient, vous voyez, le dessus de l'auditorium libre pour pouvoir s'étendre sur 3 niveaux, tel que ça a été fait maintenant. Mais ça avait été prévu dès le concours de base. L'histoire de l'antenne, c'est très simple. J'avais, sur le concours, j'avais dessiné une coupole qui était un peu dorée. Je voulais que ça symbolise l'écoute que les radios-télécommunications avaient avec l'univers, etc. en sommet. Et puis cette coupole était ronde, elle n'avait pas un côté très technique. Et à l'époque, il y avait le Colbert qui était amarré à Bordeaux. Et la coupole que vous avez actuellement est simplement l'agrandissement du radar du Colbert. Le radar du Colbert, lui, évidemment, il est vertical, puisqu'il cherche les ondes d'une manière horizontale. Mais j'ai pris l'image, même les détails du radar du Colbert, et je les ai mis à plat. Ce que voulait M. Morin, c'est que l'avis des professeurs soit extrêmement mélangé, qu'il n'y ait pas de ségrégation trop évidente. C'est pour ça que tous les locaux ont été traités de la même manière. Il n'y avait pas du bois verni pour les professeurs et de la cloison plâtre pour les élèves. C'était quand même un très gros chantier, il faisait plus de 10 000 m². Et quand on a commencé le chantier, un vendredi, on était déjà bien avancé. En tout cas pour le serveur, on avait monté la structure du serveur, mais pas les parements. Le vendredi, tout marchait bien, il y avait des grues, il y avait une foule invraisemblable sur le chantier. Et le lundi, plus personne, ils ont démonté les grues, etc. Ils avaient fait faillite, ils ont tout démonté en 24 heures. L'entreprise qui fait faillite pendant le chantier, c'est pas très amusant. Et alors, la petite histoire, la secrétaire de Dumez, qui était
une petite jeune qui était complètement perdue dans cette débâcle. Et depuis cette époque-là, la secrétaire est la directrice de notre agence parce que j'ai embauché immédiatement parce qu'elle tenait la barre malgré la tempête. Voici donc l'histoire des locaux que nous avons parcourus de long en large pendant nos 3 années d'études d'ingénieur. Si depuis 1995, toutes les promotions ont connu ces bâtiments, il nous reste encore du chemin avant de remonter jusqu'aux origines. Continuons nos recherches pour découvrir où était l'ENSERB avant d'avoir son propre bâtiment. Et du coup, est-ce que vous sauriez qui est-ce qu'on pourrait rencontrer pour avoir des informations sur l'ENSERB avant sa construction ? Vous pouvez aller voir Richard Castagnet, qui était le directeur avant que j'arrive à l'école.